Bonjour Laurent Pietraszewski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État chargé des retraites. C'est vous qui avez remplacé au pied levé Jean-Paul Delevoye. Vous avez pris vos fonctions il y a pile une semaine et c'est d'ailleurs la première fois que vous vous exprimez sur BFM TV et RMC depuis votre prise de fonction. Un mot d'abord sur ce qui s'est passé hier. D'après les informations de BFM TV, votre permanence à Lille a été vandalisée, c'est bien le cas ? Bon, écoutez, je ne sais pas si le terme vandalisé est approprié. En tous les cas, il y a eu une manifestation et une volonté de la part de certains de ces manifestants de pénétrer dans ma permanence. Bon, ça n'a pas été le cas. Les au poubelles final. Qui ont été déposées devant votre porte ? Des poubelles et puis un certain nombre de j'imagine, en tous les cas, j'ai vu des photos de documents qui visaient à atteindre ma personne, qui ont été apposés. Vous n'avez pas l'air plus impressionné que ça. Bon, écoutez, moi, je ne peux que condamner, bien sûr, tout cela. Et je sais que à la fois les forces de police, à la fois mes collaborateurs font le nécessaire pour que tout cela ne se reproduise pas. Moi, je souhaite très franchement qu'on puisse vivre dans une démocratie apaisée. Donc ça fait partie de mes objectifs dans ma mission au gouvernement et pour trouver les meilleures voies dans le cadre du projet de réforme. 20e jour de grève aujourd'hui. Est-ce que vous considérez quand même que 20 jours de grève, ça veut dire que c'est votre échec, pas forcément seulement le vôtre, mais celui du gouvernement ? Ouais, 20 jours de grève rappelons-le quand même, dans essentiellement deux entreprises que sont la RATP et la SNCF. Il y a aussi quand même des raffineries, il y a notamment des raffineries en Seine-et-Marne qui sont carrément à l'arrêt ce matin. Oui, enfin, malgré tout, rappelons que l'approvisionnement en carburant se fait tout à fait normalement en France et que ces raffineries, elles ont pu connaître à un moment donné des interruptions, puis elles reprennent ensuite. Voilà, donc il faut pas non plus se développer de l'inquiétude ici. Il faut prendre en compte ce qui est fait, il faut trouver des solutions. Oui. Vous minimisez un peu quand même, non ? Non, je prends en compte. Je prends quand vous voyez ce qui s'est passé dans les gares, quand vous voyez la difficulté pour les Français à partir en vacances, retrouver leurs proches pour Noël, non, finalement, vous avez un ton, vous avez l'air de dire, bon, c'est quand même dans 2 entreprises en France. Non, je distingue 2 choses. Je crois que votre question initiale était de dire est-ce qu'aujourd'hui, pour les Français, il y a eu des difficultés et est-ce qu'il y a des difficultés pour se déplacer ? C'est très vrai en région parisienne, vous savez, à Armentières, à Lomme, à Lille, c'est un petit peu différent. Je ne dis pas que c'est facile partout, mais c'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on est à Paris. Bon, donc c'est une réalité à Paris. Je crois que c'est très difficile, et je le vois bien quand on discute avec les commerçants, c'est très difficile à Paris de se déplacer. Les Parisiens, les Franciliens trouvent des solutions. Mais ça reste une difficulté et il ne faut pas la contester. Il y a des difficultés de transport à la SNCF. L'entreprise SNCF a pris un certain nombre de décisions qui doivent permettre, à mon avis, au plus grand nombre de sortir de la grève. Les propositions qui sont sur la table sont des bonnes propositions qui visent à rassurer notamment sur la façon dont on va protéger les droits acquis. On va voir les discussions, on va voir le contenu de discussion, mais ma question précisément, ça n'était pas seulement celle-là, c'était de savoir si vous considériez que vous aviez une part de responsabilité, que c'était aussi votre échec, le fait qu'il y ait 20 jours de grève. Mais on ne peut jamais être satisfait qu'il y ait 20 jours de grève, c'est évident. Maintenant, je l'ai dit récemment, je l'ai dit encore ce week-end, c'est pas le gouvernement qui refuse le compromis. Le compromis, c'est de trouver les voies de passage pour à la fois entendre quand il y a des inquiétudes, mais aussi prendre en compte que le gouvernement est là pour mettre en œuvre une grande transformation de société qu'il avait déjà présentée aux Français lors de son élection. Donc on est bien dans la réalisation de nos engagements politiques. On peut entendre que ces engagements politiques peuvent peut-être interpeller les uns ou les autres. C'est pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que nous avons des séquences de concertation. Et au final, nous allons avancer sur ce projet. Sur la question de l'impact des grèves, vous semblez minimiser. Est-ce que vous ne donnez pas, au fond, presque envie aux grévistes d'aller encore plus loin? On l'entend hier et encore aujourd'hui, il y a des opérations, ce qu'ils appellent opération coup de poing. Il y a eu la gare de Lyon hier qui a été envahie par des grévistes et des manifestants. Il y a eu la ligne 1 du métro parisien qui a été bloquée avec des grévistes qui sont descendus sur les voies. Et puis il y a ces coupures d'électricité dans toute la France depuis plusieurs jours, revendiquées par la CGT. Ce que vous disent les grévistes, c'est que, au fond, comme vous avez l'air de dire que ça ne bloque pas grand-chose, ils se disent il faut qu'on aille vers un cran de violence. Mais là, il faut être très clair. On ne peut pas, dans notre pays, accepter que le droit de grève, qui est un droit protégé, le droit de manifester, qui est un droit protégé, puisse se traduire par des comportements, des actions
illégale et qui vise à créer des perturbations pour nos concitoyens. Ce n'est pas acceptable. Donc bien sûr, ce que vous avez évoqué n'est pas acceptable et nous avons pleinement conscience, le gouvernement a pleinement conscience que cela est extrêmement perturbant pour nos concitoyens. Est-ce que ce sera pénalement condamné véritablement? Parce que pour l'instant, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a dit que les Français jugeront de ce que c'est. Mais est-ce que la justice en jugera? Écoutez, on verra lorsque ça sera nécessaire. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Mais je pense que d'abord la première chose, c'est de dire que ce n'est pas acceptable. Et que nous ne l'acceptons pas. Ça suffit? Je crois que vous savez, le gouvernement a des échanges réguliers, y compris avec l'ensemble des leaders syndicaux. Et vous savez, ce type d'expression-là, c'est pas uniquement au travers des médias que ça se passe, il y a des échanges directs. Et je crois d'ailleurs que les syndicats ont tout intérêt, et d'ailleurs très souvent la volonté d'éviter ce type d'actions qui ne sont pas acceptables. Les partenaires sociaux seront donc reçus le 7 janvier, 2 jours avant la grande mobilisation du 9. Pourquoi vous attendez si longtemps? Un dialogue social de qualité, c'est un dialogue social qui est préparé. Vous voyez, je suis là. Ça fait quand même un bout de temps que vous le préparez. Oui, regardez, je suis là. Y compris vous, puisque vous étiez, avant d'être membre du gouvernement, vous étiez déjà très impliqué sur cette réforme. Donc vous êtes prêt. Je vais vous donner un éclairage tout de suite. Nous étions hier avec Jean-Baptiste Djebari en réunion avec les personnels navigants, techniques et commerciaux. Voilà, tout l'après-midi. Nous avons eu des réunions, je pense, intéressantes. Elles étaient programmées, elles étaient préparées et elles ont été, je pense, fructueuses. Nous sommes exactement dans ce type d'organisation-là. Nous voulons écrire, et c'est ce que a communiqué le Premier ministre hier. Nous voulons Il a donné écrire, le calendrier, bien sûr, écrire les éléments sur lesquels nous discutons, les dates à laquelle nous allons discuter, et les ministres qui sont en charge de ces différentes discussions. Ça aussi, moi je vous dis très clairement, je pense qu'il faut être attentif au respect du dialogue social. Il faut mettre de la qualité dans ce dialogue. Pour ce faire, il faut écrire les choses, définir les objectifs, créer des calendriers. Mais pour qu'il soit fructueux, il faut peut-être qu'il y ait quand même une négociation possible, sauf que vous n'utilisez plus le mot de négociation. J'ai regardé attentivement le communiqué du Premier ministre. Il parle d'un calendrier de concertation, il ne parle plus de négociation. Concertation, c'est informer, quoi, c'est tout. Bon, ça se passe pas comme ça. La concertation, c'est dire ce à quoi on croit et entendre aussi les inquiétudes ou les questions. Mais est-ce qu'il peut y avoir une évolution? Est-ce qu'il peut y avoir une négociation au sens véritable d'un échange avec parfois des compromis possibles, avec des avancées pour les deux parties? Mais je comprends bien, c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait le Premier ministre la semaine dernière, en intégrant déjà dans ses propositions sur la retraite progressive. Mais vous ne parlez pas de négociation. Un certain nombre vous ne proposez plus de négociation. Qui viennent. Alors, on va être encore plus précis. Quand on va travailler à partir du 7 janvier sur le minimum de pension. Le minimum de pension à 1 000 €. Il y a des attentes, notamment des partenaires sociaux, de la CFDT, que ce minimum de pension soit au niveau du SMIC. Il y a eu notamment des regards qui ont été portés en disant mais quid de ce minimum de pension? On regarde notamment des minima sociaux. Nous allons regarder tout ça. Est-ce que le RSA sera intégré dans la prise en compte de cette fin d'arrivée en retraite? Est-ce que le RSA, ça fait partie des minima. Ça fait partie des demandes qui ont été sociaux. Là, pour l'instant, ce qu'on va regarder, c'est le minimum de pension. Par la CGT. Alors, ce qu'on va regarder là, c'est le minimum de pension, le minimum de retraite. Et ce minimum de retraite, la CFDT nous dit, nous, on pense que c'est 100% du SMIC. Nous, on fait une proposition à 85% du SMIC. Les partenaires sociaux, globalement, nous disent, oui, mais quid du temps partiel subi? Quid de la validation? Est-ce que c'est toujours 150 heures par trimestre pour valider la durée? Tout ça, nous allons en parler avec eux. Et c'est l'objet des concertations que je vais mener. Une concertation, c'est quoi? C'est nous travaillons, le gouvernement fait son travail, il a des propositions à faire, il les fait en ayant entendu ce que lui disent les partenaires sociaux, et les partenaires sociaux y réagissent, et nous ajustons à chaque fois que cela nous paraît opportun. Avez-vous entendu ce que vous demande la CFDT sur les critères de pénibilité? C'est l'un des points très importants aux yeux de Laurent Berger. Manutention manuelle des charges lourdes, c'est non. Exposition aux agents chimiques, c'est non. Problème de posture, c'est non. Vibration mécanique, c'est non. Ça, c'est vous qui avez dit non. C'était dans les colonnes du journal du dimanche. Qu'est-ce qui est oui?
La pénibilité, nous avons pris un certain nombre de décisions déjà en 2017. C'est de faire. Mais c'est ce que vous reproche la CFDT, qui vous demande de rouvrir ces 4 points et de les remettre dans les critères de pénibilité. Elle nous demande de rouvrir le débat sur la pénibilité, et nous disons oui, sauf que nous pensons qu'il ne faut pas le faire sur la base de ce qui a été défait en 2017 pour des raisons purement opérationnelles. Vous dites oui globalement, mais quand on rentre dans les détails et dans les détails qui tiennent à cœur de ce syndicat avec qui jusqu'à présent vous étiez plutôt en bonne intelligence et qui était prêt à vous suivre, sur ces points-là qui leur tiennent à cœur, vous dites déjà non. À quoi ça sert dans ces cas-là les concertations ? Il y a beaucoup de choses qui tiennent à cœur aux syndicats réformistes et notamment à la CFDT. Lorsqu'on parle de pénibilité, ils sont très intéressés lorsqu'on parle de prévention de la pénibilité. Ils sont très intéressés lorsqu'on parle de travail dans les branches sur le sujet de la prévention. Ils sont très intéressés lorsque nous réfléchissons avec eux sur la reconversion en matière de pénibilité. Ils sont très intéressés de savoir que les seuils actuels de la pénibilité pourraient être revus pour permettre à plus de salariés, plus d'actifs d'en bénéficier. Donc, effectivement, vous pointez à un moment donné le sujet de 4 critères. Mais ces 4 critères, ils n'étaient peu ou pas évalués dans la réalité de la vie de l'entreprise. Ces 4 critères, c'est un nom que vous réaffirmez ce matin. Mais nous ne voulons pas et nous ne pensons pas que c'est en remettant en place ce qui ne fonctionnait pas en 2017 que nous allons trouver les solutions. Par contre, très franchement, la réalité, c'est la réalité de la vie de ceux et celles qui sont en entreprise. C'est que lorsqu'on est exposé, parce que son activité présente de la pénibilité, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de savoir si on va pouvoir me permettre de me reconvertir, de faire autre chose. Moi, je préfère que nous travaillions ensemble sur comment on fait évoluer la personne dans son parcours professionnel. Comment on l'aide à faire autre chose plutôt que de dire on va le laisser sur un métier pénible et au final on lui donnera des points pour compenser. Moi je pense qu'il faut avoir une vision, en tout cas c'est la mienne. Donc vous l'encouragez à changer. En fait vous l'encouragez à changer de métier quoi. Vous lui dites si c'est pénible, change de métier. Reconvertir, à l'aider à se reconvertir. Évidemment ça sera sa décision, ça sera son choix. Ce qui n'empêche qu'un certain nombre de critères de pénibilité. Mais vous imaginez bien qu'il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas, s'ils font ces métiers-là, c'est qu'ils auraient bien aimé en faire un autre. S'il est si pénible. Peut-être que ça, c'est une responsabilité politique, justement, Pauline de Malherbe. Moi, je crois que l'objet de mon engagement politique et celui du gouvernement, c'est de transformer cela. C'est de donner les moyens à tous d'être en situation de se reconvertir. Et si, avec Muriel Pénicaud, nous avons voulu transformer radicalement tous les dispositifs de formation pour rendre chacun plus libre de choisir son avenir professionnel, c'est exactement dans cet esprit. Par contre, il est tout à fait intéressant de se dire, nous voulons travailler sur le fait que lorsqu'il y a de la pénibilité, on bénéficierait par exemple de points spécifiques qui me permettraient de me reconvertir. Je trouve ça un peu naïf, c'est-à-dire qu'on a l'impression, quand vous le dites, bien sûr, personne n'a envie de faire un métier pénible, c'est rarement par choix qu'on fait un métier pénible. Et vous avez l'air de dire, on va les aider à en faire un autre, mais il y aura toujours des gens qui seront contraints d'avoir un métier pénible, et cela, vous ne les soulagerez pas. Mais bien sûr que si, c'est pas l'objectif. En fait, pour être très clair, le compte personnel de prévention, il vous permet de partir 2 ans plus tôt en retraite parce que vous avez été exposé de la pénibilité. Eh bien, ces dispositions, d'ailleurs, vont rester en place. C'est l'engagement que nous avons. Donc, ça, c'est déjà une première assurance. Nous, à côté de cela, nous pensons qu'il faut travailler les reconversions professionnelles, qu'il ne faut pas avoir comme projet, ni dans l'entreprise, ni comme projet de société, de maintenir durablement nos concitoyens sur des tâches et des métiers pénibles. Mais s'ils y sont exposés, bien sûr qu'ils pourront partir 2 ans plus tôt. Sur l'âge pivot, Édouard Philippe a annoncé que pour partir à taux plein, il faudrait donc attendre 64 ans en 2027. Là aussi, c'est un des points, c'est carrément la ligne rouge aux yeux de Laurent Berger. Est-ce que vous pouvez évoluer sur cet âge pivot? Est-ce qu'on peut imaginer que vous le remontiez à 63 ans, que ça puisse être en 2030? Est-ce que là-dessus, vous êtes prêt à changer et à déplacer le curseur? Le Premier ministre s'est exprimé clairement là-dessus. Il a dit, voilà, moi je suis en responsabilité. Et en responsabilité, je dois garantir l'équilibre. Je ne peux pas passer le poids de mes décisions actuelles aux générations suivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous créons de nouveaux droits, nous voulons les financer. Lorsque nous mettons en place un nouveau système de retraite universel pour tous qui sera favorable aux petites retraites, nous voulons qu'il soit à l'équilibre. C'est cela le message. Et sur le fond, quand nous échangeons avec les partenaires sociaux réformateurs et avec les autres, mais en tout cas au moins ceux qui soutiennent le principe du système universel par points, eh bien ils sont parfaitement au clair avec le fait que ce système fonctionne bien à l'équilibre. La question, la divergence aujourd'hui, elle est sur
le façon moyen dont on le d'obtenir. met à l'équilibre. Le Premier ministre l'a dit. Si les partenaires sociaux ont un Et puis autre le simple schéma... fait de remettre cette question-là dans la réforme actuelle. Ça n'était pas ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron, qui avait dit « nous ferons une réforme du système, mais il n'y aura pas la question de l'équilibre ». C'est aussi ça que vous reproche Laurent Berger, d'avoir instauré cette question de l'équilibre dans une réforme plus globale avec laquelle il était globalement d'accord. Mais j'entends cette divergence. Moi, Et vous vous dites pas, bon, ok, allez, on fait la réforme, et puis la question de l'équilibre, ce sera pour un autre temps éventuellement, et là on prendra le temps d'en parler et les partenaires sociaux auront leur mot à dire. Moi, je pense qu'on a très souvent, en tous les cas, j'ai le sentiment... Les Français n'ont pas voté pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la question quand même, vous ne l'avez pas dit avant et fait après. J'entends ce que vous dites. J'ai eu très souvent l'impression, moi, avant de m'engager en politique il y a 2 ans et demi, que tous ceux qui nous représentaient avaient plutôt cette pratique-là. C'est-à-dire qui consistait à dire, écoutez, moi j'entends bien, je suis en responsabilité, mais je vais faire des réformes, mais ça s'appliquera après. C'est un sujet qu'on financera après. Non, nous pensons qu'il faut faire les choses en même temps. Et les faire en même temps, c'est pas tabou. C'est pas tabou que de dire dans un système par répartition où 100% des cotisations payent les pensions de nos aînés. C'est pas incompréhensible que de se dire que ce système-là doit être à l'équilibre. Donc la question de l'équilibre, pour vous, doit faire partie de la réforme. Je voudrais qu'on essaie de se projeter un tout petit peu ensemble. On a bien compris qu'il n'y aurait pas de trêve de Noël. Comment vous voyez les semaines qui viennent? Est-ce que vous vous dites, au fond, ils vont finir par se fatiguer? Bon, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je pense que un dialogue social, c'est des échanges réguliers. Mais c'est aussi, Apolline de Malherbe, quand il y a des propositions où on garantit les droits acquis, où on dit clairement que, quel que soit le système de retraite dans lequel on est aujourd'hui, tous ceux qui sont à moins de 17 ans de la retraite ne sont pas concernés, de manière à rassurer sur les parcours personnels, professionnels. Mais est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que vous vous préparez à un conflit qui dure ? Mais moi, je ne me prépare pas dans un sens ou dans un autre. Moi, je suis là pour trouver des solutions. Je suis là pour faciliter l'échange et en fait faire que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je crois que le gouvernement est disposé au compromis. Il fait des propositions. Les entreprises, SNCF et RATP, font des propositions à leurs collaborateurs. Je crois qu'il faut que les collaborateurs de ces 2 entreprises, d'ailleurs, regardent les propositions qui sont faites par les directions. Et au final, oui, le gouvernement ouvre, vous l'avez dit tout à l'heure, un grand nombre de phases de concertation sur la pénibilité, sur la retraite progressive, à l'hôpital, dans la fonction publique, sur le minimum contributif, sur la façon dont nous allons pouvoir garantir les droits acquis, puisque c'est un engagement. Et tout ça, ça va démarrer à partir du 6 janvier. Du 6 janvier. Concertation donc. Le président va renoncer à sa retraite, à sa rémunération d'ancien président. Finalement, est-ce que ça ne veut pas dire un petit peu que la retraite, c'est pas si important puisque lui, il peut s'en passer ? Ouais, je pense que le président veut montrer l'exemple. Là aussi, Apolline de Malherbe, moi je pense que on a besoin que nos élus montrent l'exemple. Donc oui, les députés, eux, ils ont aligné très tôt, dès le 1er janvier 2018, leur régime de retraite sur le régime de la fonction publique. Il va renoncer à 6 000 € par mois. Là encore, les Français, ils aimeraient bien pouvoir renoncer. Voilà. Écoutez, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut avoir des représentants qui montrent l'exemple, ils le font. Ils le font là où ils sont. Mais est-ce que l'exemple, c'est de dire de le faire, on peut renoncer à sa retraite? L'exemple, c'est que le président de la République, lui, estime que ces dispositions ne doivent pas s'appliquer à lui. Il les remet en cause et il montre l'exemple. Et c'est ça qu'il dit. Il ne dit pas que la retraite n'est pas quelque chose d'important. Bien sûr que la retraite est quelque chose d'important. Mais en tous les cas, lui, il estime en conscience que ces dispositions-là n'ont pas de sens compte tenu de son engagement pour lui dans le cadre de sa retraite. Et donc, il a annoncé qu'il y renoncerait. Merci beaucoup, Laurent Pietraszewski, d'être venu sur RMC et BFM TV. Vous êtes le tout nouveau secrétaire d'État chargé des retraites. Il est 8h53.